Quelles que soient les études qu'on fait, quelle que soit la direction qu'on prend, le piment de la vie, c'est les rencontres. Le piment de la vie, c'est les gens. Pour devenir ce que je voulais être, il fallait que, je décide très tôt d'être le plus gros poisson de la flaque, plutôt qu'une baleine dans l'océan. Et deux, me dire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, pour aller dans ce sens. Il me fait, mais tu fais l'intégrale. Puis je fais, bah ouais. Il fait, bah tu vas l'appeler comme ça ta boîte. Puis je lui fais, bah ouais. Voilà, ça c'est fait. Dans cet épisode, on a la chance de discuter avec Miles Hopwood, fondateur du groupe Intégral, avec qui on a parlé de plein de choses, mais notamment des rencontres et de l'importance de l'humain et des relations dans l'entrepreneuriat, dans le business et même dans la vie. On a parlé avec Miles de toutes ces entreprises. Aujourd'hui, il y a 7 entreprises dans le groupe Intégral, que ce soit dans le placement de personnel, dans le nettoyage, dans l'IT, dans la création de solutions. Donc c'est quelqu'un d'hyper intéressant, très explosif, très expressif, qui a fait beaucoup de choses dans la vie et qui a beaucoup d'histoires à raconter, notamment une traversée de l'Atlantique aussi en voilier. Donc on espère que vous allez aimer cette conversation autant que nous on l'a aimé. Bienvenue dans la savane. Salut Miles, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Nous on se connaît un petit peu aussi via des projets qu'on a fait ensemble et je sais que de manière générale, t'aimes pas trop parler de toi, mais aujourd'hui c'est ton parcours qu'on a envie de mettre en avant et on a envie de comprendre un petit peu ce que tu fais dans la vie. Et ce que je sais de toi, c'est que tu es quelqu'un qui aime fondamentalement les gens. Tu aimes vraiment comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ça, je trouve hyper intéressant. Et comment aussi tu peux rassembler les gens pour créer cette connexion. Et est-ce que concrètement, pour commencer cette conversation, tu pourrais expliquer ce que ça veut dire pour toi de mettre l'humain au centre de tout, comme tu aimes si bien le dire? Alors en tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours un peu compliqué de parler de soi quand on aime parler des autres. Qu'est-ce qui fait que je mets l'humain au centre? C'est depuis tout petit, en l'occurrence, quand je suis né à Genève, j'ai grandi à Perly. Et j'étais déjà celui qui allait voir les copains le samedi pour leur dire « Allez, viens, on va jouer au foot. Allez, viens, on va jouer à ces jeux dans le bac à sable, etc. » J'adorais ça. Et puis j'avais les copains qui commençaient déjà à jouer avec des jeux Nintendo et je ne supportais pas de passer du temps devant un petit écran à jouer. Ça me rendait fou. Donc j'étais tout le temps dehors en train d'aller chercher les copains. Et les copains, c'est quelque chose qui a vraiment parcouru toute ma jeunesse. J'ai fait des scouts. J'ai toujours fait ce que j'appelle moi les associations grégaires. Donc il y a du monde où on s'entend bien, où souvent à la fin tu bois des coups quand même. Donc très vite j'ai rejoint un sauvetage sur le lac. Ça m'a permis de passer des week-ends incroyables à attendre de sauver des gens. Donc par chance on n'en a pas eu tant de ça. Pas eu trop, ça va. Pas eu trop. On a quand même vécu 2-3 situations, mais il y avait toujours le coup de blanc après avec l'équipe. Et puis ça m'a vraiment donné la compréhension qu'en fait, quelles que soient les études qu'on fait, quelle que soit la direction qu'on prend, le piment de la vie, c'est les rencontres. Le piment de la vie, c'est les gens. Ça m'a aussi très rapidement fait comprendre que tout le monde se lève le matin en espérant passer une bonne journée. Et quand on arrive à la fin de la journée, il y en a beaucoup qui se disent « Mince, je me rends compte que je n'ai pas passé une bonne journée. » Et c'est souvent lié au fait qu'on croise un con. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un derrière vous en voiture qui vous klaxonne. Et je me suis posé la question, un jour je me souviens, je devais avoir 20 ans, j'étais à l'armée, et je me suis dit, mais est-ce que les gens se réveillent le matin en se disant, chouette, je me réjouis d'être con aujourd'hui? Et en fait, la réponse est non. Donc en fait, c'est vachement intéressant d'aller chercher ce qui motive les gens derrière ça. Et puis ça a été un peu un leitmotiv, c'est devenu au fil du temps un leitmotiv dans ma vie. J'ai jamais été très bon ni à l'université, ni en maths, ni en physique, etc. Donc, au bout d'un moment, je me dis, mais mon talent, c'est quoi? Mon talent, c'est que les gens se sentent bien autour de moi et puis que j'arrive à les faire aller à peu près là où je pense qu'on devrait aller. Et ça a été assez confirmé à plusieurs reprises, parce que j'ai fait plusieurs fois des tests de personnalité. Et puis, dans les tests de personnalité, vous avez des couleurs, vous avez les rouges dominants, vous avez T'allais toujours du côté... Et moi, c'était jaune à 100%, rassembleur... ouais, donc j'ai toujours eu ça. Ça se ressent ou ça se voit aussi dans différentes de tes activités, entre les boîtes, on va en parler après, mais Accès Personnel, il y avait la CCI, enfin le networking, CCIG, IO aussi, dont vous faites partie tous les deux, etc. C'est assez ce côté, on va appeler ça, pour faire très simple, mais networking. Est-ce que pour toi, c'est vraiment cette connexion avec les gens qui a fait ton succès d'une certaine manière?
Tu vois, tu dis j'étais pas bon à l'école, etc. Donc tu dis bah, j'étais peut-être pas bon à faire je sais pas, certaines tâches précises. Par contre, c'est cette force de rassembler les gens, de comprendre les gens et d'être fort dans ce côté humain qui a fait que j'ai réussi à être successful. Après, on peut définir ce que c'est le succès, mais... Alors, c'est pas moi qui le dis, mais mes amis et beaucoup de nos clients nous le disent que c'est une force qu'on a de pouvoir de comprendre les intérêts des uns et des autres et puis de les mettre ensemble. D'ailleurs, je dis souvent, nous, dans nos entreprises, on n'a pas de clients, on n'a que des clippins. Et clippins, ça veut dire client-copain. À force de les côtoyer, on commence à partager, on commence à comprendre. Et puis je dis, ah, mais toi, tu aurais besoin de rencontrer celui-là parce que celui-là, il a un truc pour toi. Je les mets ensemble. Et il y a eu une tonne d'affaires qui se sont faites entre des gens que j'ai présentés, à tel point que certaines fois, ils oublient d'où ils se connaissent. Donc c'est très drôle. Des fois, je suis en train de discuter avec deux personnes qui nous expliquent, ah ouais, on fait des affaires ensemble et tout. On s'est rencontrés comme ça, comme ça, comme ça. Puis je leur dis, vraiment? Et en fait, ils me regardent et ils disent, ah non, c'est vrai, c'est toi qui nous avais mis... ensemble dans une de tes entreprises, dans un restaurant ou ailleurs, et puis ça a cliqué, puis on a démarré une affaire. Donc au bout d'un moment, je fais ça pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. Donc, Mais tu ressens ce retour un peu, dans le sens où en mettant les gens en connexion et en essayant de rassembler, sans y penser via un gain personnel, parce que j'imagine que ce n'est pas le but forcément, mais est-ce que tu ressens que du coup, le fait que toi, tu donnes plus aux autres, on te donne plus à toi aussi, de manière générale? On récolte toujours ce qu'on sème, tôt ou tard. Ouais. Et dans mon cas, j'ai plutôt l'impression que c'est plus tard que tôt, parce que je ne le fais pas dans l'attente d'avoir un retour immédiat. Donc, je ne suis pas en train d'aller chercher le retour immédiat. On va dire ça comme ça. Ouais. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, oui, ça revient. Oui, je crois que nos entreprises, le groupe intégral est là... un peu en preuve de ça, c'est que les gens avec qui je suis, c'est des gens qui ont eu envie de travailler avec moi. Chaque fois la dernière entreprise qu'on a créée en août l'année dernière, c'est parce qu'on avait des contacts et puis que la personne me dit « mais moi, je rêverais de travailler là ». Donc, et ce n'est pas pour les conditions de travail, ça reste une PME avec des conditions qu'on ne peut pas régater avec des grosses boîtes multinationales, etc. Mais ce fait qu'on est ensemble, on s'entend bien, on a des buts communs, et puis on est quand même assez cool. Mais c'est ça qui fait la sauce. Mm-hmm. Mais on voit souvent dans les histoires, les gens qui racontent leur histoire, on voit « Ah, mais j'ai rencontré ce mec dans l'avion, et puis ensuite on a monté cette boîte ». Toutes les grandes histoires, j'ai l'impression, commencent d'une certaine manière par une rencontre. Ça, pour moi, c'est une chose, mais ensuite, comment tu... Toi, tu es bon là-dedans. On peut appeler ça un don, peu importe, c'est ce que tu aimes faire, tu es bon là-dedans. Pour démarrer une aventure, c'est bien, mais ensuite, une fois que tu as une boîte, comment tu fais pour transmettre ça? Parce que ça doit être transmis, ça peut pas juste être toi, ça doit être toute la boîte qui a ça. C'est les employés, c'est les gens qui bossent. Même potentiellement, les clients avec qui vous bossez doivent être dans cette même ligne-là. Surtout pour tes employés, comment tu fais pour... Est-ce que tu cherches des gens qui sont comme ça? Est-ce que ça s'apprend d'une certaine manière? Tu progresses là-dedans? C'est quoi le... Mes valeurs dans la vie sont les mêmes que les valeurs dans le groupe. Et puis, c'est quelque chose on entend beaucoup parler aujourd'hui des valeurs, etc. Mais c'est vrai, c'est fondamentalement vrai. Si depuis l'âge de 23 ans, moi j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'avais 23 ans à peu près. Et tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je veux? La première chose que je me suis dit, mes parents sont issus d'une communauté internationale. Je parle couramment l'anglais depuis tout petit. J'étais à l'université. La voie normale aurait dû être rentrer dans une multinationale, faire mes armes, partir à l'étranger, etc. Mais quand j'étais à l'université, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens très intelligents et qui parlaient plein de langues. Et donc, il y avait une grosse compétition à ces niveaux-là. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je veux fondamentalement? Je veux pouvoir voir mes enfants grandir le jour où j'en aurai. Je veux pouvoir sortir le soir avec mes potes, m'occuper de ma copine d'alors, qui est devenue mon épouse. Je veux pouvoir avoir ce temps-là. Et pour devenir ce que je voulais être, il fallait que, je décide très tôt d'être le plus gros poisson de la flaque, plutôt qu'une baleine dans l'océan. Et deux, me dire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, pour aller dans ce sens-là? Et puis les valeurs sont sorties très vite. C'est les valeurs d'esprit d'équipe, c'est la première qui est sortie. C'est seul, on fait rien. Ensemble, on va loin. Mais ça, c'est tout des
des la palissade, mais c'est vrai. Donc l'esprit d'équipe, je voulais pas faire tout seul, je voulais faire avec. Je voulais des gens je voulais que les gens soient engagés parce qu'ils y croient. Et puis j'avais des valeurs de loyauté. Enfin, voilà. Et au quotidien, on essaye de faire en sorte de trouver des gens qui partagent le même état d'esprit. On essaye de trouver des gens qui partent. Et on se rate, évidemment. La vie n'est pas faite que de succès et de succès, mais on se rate même très régulièrement. Mais au moins, on essaye. Et puis ceux avec qui s'accrochent, s'accrochent vraiment bien. Et puis surtout, le fait d'avoir l'autre en tête, pour moi, ça a été un catalyseur de succès parce que j'ai toujours cherché à faire en sorte que l'autre réussisse. Et pour que l'autre réussisse, il faut qu'il rencontre les gens qui peuvent l'aider à réussir. Donc ça, c'est mon truc. Vous parliez d'IO tout à l'heure. Quand on va dans IO, c'est pour soi, mais c'est aussi pour comprendre comment ça fonctionne, ces différentes interactions. Et moi, c'est mon essence, quoi. C'est mon énergie, on dit aujourd'hui. Ouais, c'est aussi là-dedans que tu te ressources aussi d'une certaine manière. Ça te donne de l'énergie aussi. En tout cas, pendant 30 ans, ça m'a vraiment ressourcé, etc. Aujourd'hui, après 30 ans de donner, il y a des moments où je me dis, bon, je vais aller faire une petite semaine de repos. Un peu tout seul au fond j'en peux plus. Dans un château. Non, mais c'est bien, c'est normal que ça change et c'est bien aussi. C'est d'autres manières. Après, une famille, etc., on se ressource aussi différemment. C'est plus les mêmes challenges, quoi. Ah ouais. Mais quand tu parlais avant des couleurs et des tests de personnalité, est-ce que tu réfléchis à ça quand tu essaies de t'entourer d'une équipe, par exemple? Quand tu recrutes ou quand tu essaies de t'entourer des gens, est-ce que tu dis, bon, ok, moi je suis jaune, je suis extraverti, j'adore les gens, etc. Du coup, j'imagine que l'opposé serait quelqu'un qui adore être devant son ordinateur et sur un tableau Excel, par exemple. Est-ce que du coup, tu réfléchis à essayer de trouver des personnes avec des caractéristiques qui te complètent pour améliorer? Est-ce que tu vas plutôt aller vers les gens qui te ressemblent parce que c'est plus cool? Est-ce que tu as ces réflexions-là ou pas vraiment? J'aime ou j'aime pas. On va dire ça comme ça. Et puis j'ai plutôt tendance à aimer. Donc, ça, c'est au feeling que tu... Ouais. Mais vous savez, le feeling, enfin l'intuition, le feeling, c'est 90% d'expérience, 5% de hasard et puis 5%, on ne sait pas ce que c'est. Mais globalement, c'est toutes les expériences cumulées qui te mettent ensemble pour dire que tu as un feeling plus ou moins bon. Quand tu es tout petit, quand tu es un bébé qui apprend à marcher, tu vas vers tout le monde, qu'il soit sympa, pas sympa, tu vas, tu explores. Ces feelings, c'est l'expérience. Mais je ne cherche pas à m'entourer des gens comme moi. Au contraire, je cherche à m'entourer de gens qui partagent des valeurs, mais qui sont peut-être complètement différentes. Quelqu'un qui fait 8 heures par jour derrière son fichier Excel peut avoir un esprit d'équipe, peut dire je fais 8 heures par jour derrière mon fichier Excel parce que le commercial en a besoin à telle heure, tel jour pour son rendez-vous. Donc il faut qu'à telle heure, tel jour pour son rendez-vous, ce soit les produits. Donc je vais peut-être pas rester 8 heures, je vais en rester 9 aujourd'hui pour qu'il l'aille demain. L'esprit d'équipe n'est pas que le sentiment de allez, c'est pas que aller boire des coups. C'est pas que aller boire des coups. On va fêter en buvant des coups, mais le reste du temps, on travaille quand même. Et est-ce que tu penses que ton passé, background familial international, le côté aussi mélange de culture et voyage aide aussi à comprendre ça? C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt ce que tes parents te laissent, parce qu'on a tous des problèmes à régler avec nos parents quand on a 20, 30 ou machin. Donc c'est ce qu'ils te laissent, et puis ce qu'ils te laissent, c'est plutôt par rapport à leur état à eux, plutôt que par rapport au tien. Si tu as des parents très ouverts, qui font la fête, moi je suis sûr que mes enfants ne vont pas être des gens qui font autant la fête que nous, parce qu'ils sont probablement gavés du fait de voir leurs parents faire la fête tout le temps. Donc ils vont probablement à un moment dire non, moi je veux faire un truc un peu plus calme, parce qu'on réagit soit en faisant ce qu'on aimait bien, soit en repoussant ce qu'on n'aimait pas. Et un des trucs dont j'ai souffert quand j'étais jeune, c'est le côté... j'avais un père qui savait et qui ne communiquait pas. Et donc, quand on arrive vers 16, 17 ans, puis on aime bien discuter, on aime bien argumenter, et puis que la main se lève et dit « Tais-toi, tu sais pas, moi je sais, parce que je suis l'adulte », ça casse le truc, et je pense qu'intrinsèquement, je me dis « Jamais je veux ça », donc au contraire, j'ai tout ouvert, je pense.
Il y a un point de ta personnalité, alors c'est pas moi qui le dis, j'ai entendu dire, je vais pas dire qui c'est qui m'a dit ça, mais que je trouve, moi, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. On en parlera après aussi dans comment ça s'est traduit aussi dans certaines choses que tu as pu faire dans ta vie. Mais la phrase était excessif en tout, en travail, en amitié, etc. C'est le mot excessif que j'aime, moi, particulièrement. Un, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Et deux, en quoi ce côté excessif a pu te... C'est quoi le côté positif, en fait, de ce côté excessif? Où généralement, on met ça plutôt comme un point négatif. Ouais. Comment toi, il t'a servi? Inarrêtable. Inarrêtable. Tu te lances dans un truc et puis c'est à l'excès, donc tu es inarrêtable. Donc je ne crée pas une entreprise, j'en crée un groupe de 7 entreprises. J'ai cette entreprise, je me lance dans l'organisation d'une conférence de 220 entrepreneurs qui débarquent en septembre. En plus de ça, je me dis, tiens, je m'ennuie, donc je reprends une place sur un comité d'une autre association. Enfin, cet excessif-là est inarrêtable. Mais d'un autre côté, le pendant, c'est effectivement que je sais que je dois faire attention. Par exemple, quand dans les soirées, vous avez des jeunes qui passent et qui vous disent, tiens, prends un peu de coke, je touche une fois de la coke, je suis mort, je vais en prendre toute la soirée, toute la nuit, c'est pas possible parce que j'ai ce côté je fais la fête, je m'arrête pas. Et je travaille, je m'arrête pas. C'est une partie intrinsèque de moi, probablement un manque quelque part que je suis en train d'essayer de combler, mais c'est jusqu'à aujourd'hui, ça a été, en tout cas un des trucs, c'est mon moteur. Et puis, et tout le monde le sait autour de moi, en particulier mon épouse, ma femme, qui me dit à chaque fois qu'elle m'entend dire, quelqu'un dit, ouais, on devrait faire un week-end. Je fais, ouais, ok. Oh non. Parce qu'elle sait que ce sera fait. Elle sait que ce sera fait. Elle sait que ce sera fait. Ce sera trop, ce sera très long, ce sera... Et c'est tout le temps comme ça. Donc dès qu'on dit, j'ai des exemples à foison. Je suis en train de discuter avec un collègue qui me dit, j'aimerais bien aller voir Édimbourg. On a sorti les téléphones, on a pris les billets d'avion. C'est comme ça que ça se passe. Et puis après, on s'organise autour pour que ça passe auprès de la famille, ça passe auprès de... Mais on y va. Ça t'a pas créé des situations un peu délicates des fois? fois? C'est ce que j'allais dire. Mais ça me crée des situations régulièrement absolument délicates. Mais on fait avec. Je veux dire, c'est pas... Il y a plus de positif que de négatif pour l'instant. En tout cas, c'est un de mes traits qui m'a amené jusqu'à où je suis aujourd'hui, sans avoir aucune volonté de le faire. C'est juste, voilà, c'est une énergie, c'est inarrêtable. Vu qu'on parle de ça, on reviendra peut-être après dessus, mais vu que tu en as parlé, je trouve intéressant peut-être de le mentionner maintenant. Tu dis justement cette boîte dans le groupe, etc., avec en plus IO et la conférence, enfin plein de choses que tu as fait en même temps. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai toujours eu beaucoup de peine parce que je suis un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai toujours plusieurs projets. Et en fait, on entend toujours le côté « Ah non, mais il faut que tu te focuses sur un seul truc, puis faire que un truc, puis le faire à fond. Et puis si tu fais plusieurs trucs en même temps, tu n'y arriveras jamais. » Il y a toujours ce discours-là. Comment tu gères, toi, ton focus? Comment tu vois ça, en fait? Est-ce que le côté, en fait, de faire plus de choses, elles se nourrissent entre elles d'une certaine manière? Ouais. Et ça, moi, c'est ce que je ressens d'une certaine manière. Donc, au bout d'un moment, j'essayais de me concentrer sur des trucs. J'arrivais jamais. Enfin, j'arrivais à un petit moment, des sprints, tu vois. Puis après, tu es là, non, il faut que j'essaie autre chose, il faut que je cherche. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que ça t'a aidé aussi, justement? Comment tu vois ce truc du focus, toi? C'est une question intéressante. Et elle revient sur les connexions et la mise ensemble. C'est-à-dire que jamais je pourrais faire ce que je fais si j'étais seul. Mes projets, ce n'est pas mes projets de A à Z. Je veux dire, quand je dis que j'organise cet événement de 220 entrepreneurs qui arrivent en septembre, je crois que je suis celui qui fait le moins dans le comité d'organisation. Mais par contre c'est juste le drive d'appeler en disant « Est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que tu as fait ça ?» Mais c'est les autres qui font. Et en fait j'ai mis longtemps à comprendre que c'est les autres qui vont te faire aller là où tu veux aller si tu passes le temps à leur expliquer où tu veux aller, déjà. Puis après, tu les laisses aller. Et dans le « tu laisses aller », je pense que chez l'entrepreneur, le « dans tu laisses aller » est le truc le plus compliqué. Je le vois mais partout. C'est parce que c'est là où l'entrepreneur devient le goulet d'étranglement de sa propre entreprise, c'est qu'il n'arrive pas à s'empêcher d'expliquer à la personne ce qu'il fait faux et comment il devrait faire. Alors que moi, c'est pas du tout ça. J'ai appris à dire voilà où on veut aller,
voilà le cadre et let's go. Et parfois, je dois admettre que tu prends les mains, tu fais « Oh là 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 là, j'espère que ça passe ». Et régulièrement, ça passe. Oui. Et souvent, ce que tu vois de l'autre côté, c'est que c'est encore mieux que ce que tu aurais fait toi. Donc ça, c'est un vrai apprentissage déjà d'humilité. J'ai un ami qui parle de humilitude, le lien entre l'humilité et être humble, mais bon, mais c'est un peu ça, le côté, le côté faire confiance, esprit d'équipe. Hein, je te passe la balle, tu vas marquer. Et moi, je suis peut-être en train de faire je suis peut-être très focus sur 2-3 points dans les différentes activités que je fais. C'est peut-être ça le truc. Ok. Il y avait cette phrase qui disait, je ne sais plus comment c'est, mais en fait, tu dois juste être inconfortable dans le nombre de responsabilités que tu donnes. C'est-à-dire que si tu es très confortable en disant lui il va faire ça, c'est que tu n'as pas donné assez. Faut juste donner ou être là, oh là là, mais qu'est-ce que. Non, je peux pas lui filer ça, comment il va se débrouiller, etc. Donc il faut toujours être un tout petit peu stressé quand on donne des responsabilités pour que ce soit limite, quoi. Ou alors inconscient. Ou alors inconscient, un peu des deux. Et je pense que j'ai une certaine forme, non pas d'inconscience, parce que je suis quand même très conscient, mais une certaine forme de prise de risque ne me fait pas peur. Ok. Ouais, parce qu'il y a la dimension de quand tu donnes une mission à quelqu'un, comme tu le décris, il faut quand même faire confiance à cette personne-là d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as tendance à faire confiance aveuglément aux gens dès le départ en te disant bah écoute, j'essaye, je te confie cette mission à toi, entre guillemets, de me montrer que tu es capable de la faire, et j'imagine que tu as dû être déçu plus d'une fois, mais au fur et à mesure, tu trimes un peu autour de toi, puis tu te retrouves au final avec les gens en qui tu sais vraiment que tu peux avoir confiance et leur donner des choses à faire, quoi, j'imagine. C'est un choix réfléchi que j'ai fait, encore une fois, il y a quelques années en arrière. J'ai décidé que je ferais confiance dans ma vie. Point. Ouais. Donc, j'ai décidé, je donne ma confiance. Et puis, et oui, de temps en temps, quelqu'un va trahir la confiance, mais j'ai tellement de connaissances qui avancent dans la vie en disant on ne m'y reprendra plus, je ne me tomberai plus dans ce panneau, j'en ai marre, c'est toujours moi la queue de la poire, enfin c'est toujours moi qui prends la victime. Et puis ils avancent comme ça dans leur vie, et plus ils avancent, plus ils mettent des schémas en place où ils disent j'ai déjà vu ce comportement, donc j'ai pas confiance. De toute manière, il veut m'avoir. De toute manière, il va me tendre des pièges. De toute manière, ils sont tous comme ça. Ça, c'est la réalité que je croise au quotidien, et j'ai décidé que ce ne sera pas moi, ça. Moi, je fais confiance. Je sais que je vais être déçu des fois. Je sais que je vais même être blessé. Pas que déçu, mais des fois, je suis vraiment blessé par certains, soit des amis, soit certains associés, certains collaborateurs avec qui j'avais une totale confiance et qui ont fait des choses où je me dis, mais c'est pas possible. Il n'a pas fait ça. Mais le suivant, je lui redonne ma confiance. Mais même celui à qui je dis, c'est pas possible, il n'a pas fait ça, je pense à quelqu'un en particulier, eh ben, je suis toujours en contact avec lui. Et je lui ai dit, mais dans cet environnement, ça n'a pas joué, mais peut-être dans un autre, ça a joué. Et donc, je l'ai même mis en contact avec son futur employeur. Ah oui, t'arrives à faire ça. Ça, c'est zéro rancune, quoi. Tu te dis, ok, il a peut-être fait une erreur là-dessus. J'ai pas de rancune, non. Ok, intéressant. Non. Je peux être blessé. Ah, mais on lèche ses plaies, et puis on met son pansement, puis on attend que ça passe, mais j'ai pas de rancune. Non, mais c'est dur de faire ça, et puis c'est hyper honorable, parce que c'est le pardon, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu acceptes que la personne, elle a pu faire une erreur à ce moment-là. Il y a énormément de gens, je pense, qui couperaient les ponts, qui brûleraient cette relation-là, et qui ne retourneraient jamais. Mais une des choses sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, parce que je suis devenu entrepreneur assez jeune, et j'ai vite commencé. En fait, si vous voulez, je vais revenir sur la conclusion qui parle d'ego. L'ego en tant qu'égoïsme, égo. Mais j'ai commencé, la vision du groupe est venue en 2001, quand à l'époque j'étais consultant en ressources humaines chez Accès Personnel. Je plaçais du personnel, j'adorais ce métier, je suis tombé dedans complètement par hasard. J'adorais ce métier parce que c'était un véritable phare de l'industrie. Moi, je sortais d'études de géographie, enfin j'étais à l'université, machin, truc, puis je tombe et puis on me dit tu vas placer des mécaniciens régleurs. Wow. C'est quoi un mécanicien régleur? J'ai pu aller visiter une usine, et puis ça sentait l'huile, et puis il y avait des gars en bleu, c'était génial. Et puis après j'ai été visiter
un bureau multinational, et j'ai vu tous ces gens comme ils étaient organisés, c'était génial. Enfin, c'était vraiment un phare qui avait allumé ma curiosité. Et en 2001, quand les 2 tours elles tombent à New York, je me souviens, le premier truc, c'est on a appris la nouvelle par un truc qui s'appelait Internet. Internet, c'était assez nouveau. Google, hein, c'est 98, hein, donc c'était assez nouveau. Ouais. Et les parents de mes amis qui m'appelaient sur mon portable pour me dire j'arrive pas à joindre ma fille qui est à New York sur son portable. Donc et je me suis dit, oula, le monde il a changé de braquet. On n'a pas attendu de 20 heures, on n'a pas attendu qu'on nous mâche l'information, on avait tout ça en live. Et je me suis dit, le monde il vient de changer de braquet. Et puis moi, dans ma petite entreprise à Genève, à la rue du Port, je me dis, il va falloir que je change quelque chose. Et la logique aurait voulu que je crée ça fois X, hein, que je crée Accès Lausanne, que je crée Accès Personnel Vevey, machin. Simplement, je ne suis tellement pas un manager Excel que je ne me voyais pas mettre en place des systèmes pour voir la renta dans les... Je voulais être dans les mains dans le cambouis. Mhm. Et puis donc, j'ai réfléchi et puis j'ai dit, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des ressources humaines. Et puis aujourd'hui, les entreprises qui sont en face, les clients, ils ont ce qu'on appelle des services partagés, donc les ressources humaines, les services généraux, l'informatique, etc. J'ai dit, moi, je vais amener une réponse locale dans chacun de ces domaines. Et c'est là où j'ai commencé à créer ma première entreprise, qui était une première entreprise en dehors du placement de personnel, qui était une entreprise dans le domaine du nettoyage. Et puis 2 ans après, dans le domaine de l'informatique. Et puis, on a commencé à créer comme ça. Et donc, assez vite, vers 2005, j'ai fait pas une grosse introspection, mais j'aime bien réfléchir aussi sur les thèmes de la vie. Et je me suis rendu compte qu'en 2005, j'étais quand même 20 ans de moins qu'aujourd'hui. Ça vous donne pas mon âge, hein, ça juste 20 ans de moins. On sait pas, on dira rien. Et j'ai commencé à réfléchir. Bon, j'avais 3 entreprises, j'avais une femme magnifique, des enfants qui venaient, enfin des jeunes enfants, tout allait bien. Et je me suis dit, purée, je pourrais devenir arrogant. Et j'ai commencé à réfléchir sur tout ce qui drive l'être humain, et je me suis rendu compte que beaucoup est lié à l'ego. Mhm. Et donc, j'ai commencé à travailler sur l'ego. Et j'ai suivi un cours de négociation. Et le formateur, il dit, négociation peut être comparée à non-négo. Et ne me demandez pas pourquoi. Il a dit, quand on négocie, c'est qu'on laisse tomber son ego, puis on va sur le terrain de l'autre. Et ça m'a fait une explosion dans la tête, et j'ai dit, mais effectivement, c'est exactement ça. Et en fait, le fait de ne pas rentrer dans ces... Oh, il m'aura plu, j'en ai marre, je lui fais plus confiance. J'ai décidé que non, je ne vais pas laisser mon ego être sur mon chemin et commencer à élaguer les gens qui, in fine, te jouent un tour ou ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais eux, in fine, tout ce qu'ils cherchent, c'est d'être bien dans la vie aussi. Donc je me suis dit, peut-être qu'on ne peut pas s'entendre sur un projet ou sur une situation ou sur un détail de la vie ou autre. Mais globalement, je ne lui en veux pas, c'est sa vie, ça va. Puis ça ne m'empêchera pas d'aller chercher un autre moyen d'aller là où je veux aller. Ok, on aurait pu en parler avec... on a discuté de négociation justement la dernière fois avec quelqu'un dans ce domaine-là, et c'est intéressant le côté de laisser tomber son ego pour justement aller voir ce que l'autre veut, comprendre ce que l'autre veut, etc. Juste un petit flashback par rapport à ce que tu disais, parce que je dirais même très égoïstement, ça m'intéresse. Et on est un peu là-dedans aussi aujourd'hui dans des discussions avec Max. Donc il y avait Accès Personnel, et puis tu racontes justement le fait de commencer à comprendre que c'est des services que tu peux lancer, etc. Le premier, c'était une société de nettoyage, après il y en a eu d'autres. C'était quoi, toi, ta réflexion à ce moment-là? Comment tu choisis le service que tu veux lancer? Comment est-ce que tu le lances au début? C'est quoi le début de l'histoire? Est-ce qu'il y a chaque fois quelqu'un qui prend la boîte, mais toi, tu t'occupes, on va dire, de la vision globale, mais tu as la personne qui va être dans l'exécution? Est-ce que tu vois des schémas à chaque fois que tu as lancé une nouvelle boîte? Il y a un seul schéma qui, pour moi, a fonctionné toujours. C'est les rencontres. C'est que ça. À chaque fois que j'ai créé une boîte, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, c'est une rencontre, à un moment donné, de quelqu'un. Je dis, oh non, là, il y a une opportunité. Là, on peut aller. Là, on va faire quelque chose.
Et ça peut être le nom du groupe intégral, par exemple, vient d'une discussion que j'ai eue avec un de mes clients de l'époque. Et ce client était un client très exigeant, très pointilleux et surtout très intelligent sur le management, on va dire ça comme ça. Il avait l'art de prendre ce qui était complexe à expliquer, ce qu'on étudiait à l'université, etc., de le transformer en langage cow-boy et indien et d'expliquer à ses collègues, ben voilà, là, ce que vous comprenez, il y a le service des achats qui est en train de réduire nos budgets, etc. Ça veut dire que nous, on est les Indiens de telle tribu, et puis ça, c'est des cow-boys, et puis eux, ils ont des pistolets et des fusils, puis nous, on a nos flèches, et puis on va se faire avoir. Donc le choix, c'est, vous me suivez, on court tous dans la même direction, et puis malheureusement, celui qui se fait blesser par balle, ben, on va le laisser sur le bord du chemin. Mais vous avez compris? Et ils ont tous compris, il avait cet art-là. Et je me souviens, on discutait une fois autour d'un lunch, et puis je lui expliquais, ben voilà, je vais faire, j'ai la société de placement, je vais faire du nettoyage, et je lui expliquais la philosophie de ces shared services. Puis il me fait, mais tu fais l'intégrale? Puis je fais, ben ouais. Puis il fait, ben tu vas l'appeler comme ça ta boîte? Puis je lui fais, ben ouais. Voilà, c'est fait, ça c'est fait. Et c'est lui qui est venu après en disant, mais tu ne peux pas juste l'appeler intégrale comme ça, tu vas mettre 2 A parce que c'est la quête du Graal, et paf, c'est parti. Et j'ai dit oui. Je l'avais pas vu celle-là, moi, j'étais... Bah ouais. Et puis j'ai dit, bah oui. Et c'est comme ça, c'est à travers cette rencontre que le nom est arrivé, à travers une rencontre au niveau du nettoyage que c'est arrivé. Parce qu'au début, quand tu crées ta boîte de nettoyage, tu sais pas faire un devis, tu sais pas quel produit utiliser, enfin, tu la crées. Donc j'ai appelé une connaissance à moi qui avait une boîte de nettoyage, lui. Et je lui ai dit, écoute, là, j'ai mon premier devis à faire, il faut que tu viennes et tu te présentes comme responsable technique chez moi. Puis il a dit, OK. Puis il est venu, on a fait notre premier devis, il m'a expliqué. Puis après, j'ai bossé pour comprendre et puis faire. Et puis ça a fonctionné. Ça, c'est un truc qui, moi, me passionne toujours, c'est ces premiers moments dans une boîte où j'ai l'impression que les gens qui l'ont jamais fait imaginent pas à quel point c'est le bordel. Oh bah. Et à quel point t'as aucune idée de ce que tu fais, mais aucune. Et quand tu dis ça aux gens, ils disent mais non, mais parce que ça t'avais déjà fait. Et puis tu dis ah non, j'avais jamais fait, je savais même pas. Enfin, tu sais, les gens se rendent pas compte des fois à quel point il y a des boîtes qui se lancent avec des trucs où tu te dis mais j'avais aucune idée de ce que je faisais et j'avance au fur et à mesure. Ouais. Comme tu dis, je travaille beaucoup parce qu'en fait tu dois un peu c'est pas rattraper le retard, mais tu sais pas faire. Donc en fait tu dois tout apprendre de zéro. Bah, vous connaissez Batmade? C'est un peu ça, on parlait avec lui justement. Batmade, il a jamais su tenir un balai et une brosse avant de créer Batmade. Hein. Non, mais il nous racontait, je sais plus comment était l'histoire. On a plusieurs fois des histoires comme ça, Andreas nous racontait ça. Quand il faisait les bookings, il faisait les bookings manuellement au début, parce que le site internet faisait pas un booking en fait. Donc il prenait le téléphone, il appelait lui la personne qui allait faire le ménage. Enfin, c'est que des histoires comme ça. Il y avait Marcus qui prenait son premier rendez-vous de Academic Work dans le bureau d'un prof à l'Uni, en disant sortez du bureau, j'ai besoin de votre... Tu te rappelles cette histoire? Il sort un prof d'un bureau pour prendre son premier... C'est des histoires que je trouve passionnantes parce qu'en fait, de l'extérieur, des fois, on se rend pas compte à quel point c'est pas d'autre mot, c'est le bordel des fois au début en fait. Et que c'est normal et que ça fait partie du jeu et que c'est aussi ça qui est sympa et c'est ça devient l'histoire en fait. Si vous regardez tous les grandes histoires entrepreneuriales de ces 200 dernières années aussi, ça commence toujours dans un garage. Et c'est toujours ça l'histoire. Ça a commencé dans un garage, oui, ok. Et quand vous allez voir l'histoire, la vraie histoire, ben, vous vous rendez compte que ça a commencé dans le garage avec des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ou qui savaient ce qu'ils voulaient faire. Et ça arrive très souvent aussi. On a une très bonne idée de ce qu'on veut faire, on le fait, et on est obligé de pivoter. Et en fait, on pivote, en règle générale, suite à la demande d'un client. Je veux dire, moi, ça nous arrive encore aujourd'hui, de faire une offre dans un domaine particulier, puis le client il dit j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin d'autre chose, ben ok, et bouf, on a une nouvelle ligne. Je vous ai pas parlé de notre ligne, de notre nouvelle ligne qu'on est en train de mettre en place. Ah non, voilà, je vais vous en parler. Mince, j'ai pas le flyer avec moi, et puis le soir même, on est en train de faire le flyer, on est en train de faire le truc, et puis mais ça arrive tout le temps, ça. Ouais. Les entreprises, si elles aujourd'hui, rares sont les entreprises qui vont encore être là dans 10, 20, 30 ou 40 ans si elles n'ont pas une certaine agilité. Il y en aura quelques-unes, mais aujourd'hui, je veux dire, je prends un exemple très, très concret.
la NASA a beaucoup de soucis à se faire parce qu'elle est attaquée de toutes parts par des entreprises beaucoup plus agiles qui arrivent aujourd'hui prendre un grand pan du marché du satellite. Et puis, il y a de plus en plus de satellites qui sont dans l'espace parce que ça coûte de moins en moins cher que de les envoyer. Mais ce n'est pas la NASA qui a, avec ses process, ses trucs, qui a inventé les fusées qui reviennent à l'endroit d'où ils ont décollé. C'est des gens qui ont commencé par travailler sur une batterie, qui ont inventé ça. Enfin, imaginez le truc, le pivot, l'agilité qu'il faut avoir pour passer d'un truc à un autre. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu le Neuralink, vous connaissez ? Oui. Hein, vous avez vu le patient zéro là qui s'est fait greffer son. Oui, il peut regarder un jeu écran. vidéo. Non, Je ne sais pas qu'il peut regarder l'écran, il peut faire exploser dans le jeu vidéo, il est c'est tellement ça, rapide. Il a tellement- battu tous les records sur Mario Kart. Parce que c'est des missiles. C'est instantané dans C'est son cerveau. instantané. Et puis, Les gens qui ont la manette ne peuvent pas physiquement aller aussi vite que lui. exactement. Ouais. Et ils vont lui remettre un deuxième, un peu en dessous, parce qu'il a la nuque brisée. Ils vont lui remettre un deuxième en dessous. Et vous allez voir qu'il va dire lève la main va se lever. Et puis, on a résolu un problème que ceux qui n'arrivent pas à changer seront perdus. Donc, il faut faire C'est preuve l'outsider, c'est aussi la force de l'outsider qui vient avec une vision. C'est l'histoire de ceux les frères, comment ils s'appellent, ceux qui ont les premiers à voler, etc., qui n'avaient aucun background voilà. comment tu dis, en aviation, etc., puis qui se sont dit, bon, on va construire un truc, ils se sont mis dans leur jardin, ils ont commencé à construire des machins pour voler, quoi. Et c'est pas forcément eux, c'est les outsiders qui vont apporter souvent des solutions, parce qu'ils ont une vision différente et une manière de voir le problème qui est différente, et eux s'en foutent de faire faux. Aussi, c'est genre, on va essayer, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va se débrouiller. Il faut aussi accepter de sortir de sa zone de confort parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Les gens qui arrivent dans une entreprise, qui ont un service, qui sont assez stables, ça tourne, c'est Kodak foncièrement. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient très bien installés, ils savaient qu'ils étaient leaders du marché, installés dans leur zone de confort. Si tu n'es pas ouvert d'esprit et que tu te dis pas, OK, je dois aller chercher cette nouvelle opportunité, je dois accepter de pivoter, c'est comme tu dis, ces entreprises-là, elles ne vont pas tenir 10, 15, 20 ans. Et plus on avance, plus la technologie va vite, plus c'est nécessaire, plus l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit et l'acceptation de sortir de sa zone de confort et de changer devient importante. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas confortables là-dedans. Par contre, là où j'abonde, mais je dis, il faut toujours savoir où on veut aller. J'adore comparer l'entrepreneuriat à la voile. Parce qu'en voile, on sait où on veut aller. Là, ils viennent de terminer le Tour du Monde, le Vendée Globe. Ils sont tous arrivés exactement dans le chenal des Sables d'Olonne. Donc, ils savaient exactement où ils voulaient aller. Ils n'ont pas pris le même chemin pour y aller. Ils l'ont fait certains en 3 mois, d'autres en 3 mois et demi. Mais ils savaient exactement comment ils voulaient y aller. Puis il y a eu des casses, il y a eu du vent, il y a eu plein de trucs. Mais ils sont à peu près tous arrivés là où ils voulaient aller. Et ça, c'est le truc important. C'est savoir qu'on veut aller dans le chenal des Sables d'Olonne. Pour moi, c'est le côté, on garde un cap, mais ce cap, on garde un cap, on garde l'objectif, mais on peut virer à droite, virer à gauche, à bâbord, à tribord, on peut avoir de la casse, on peut traverser une tempête, on peut faire des jours et des jours où il n'y a pas de vent et on a l'impression de faire du sur-place. Ça, pour moi, c'est le côté... comment dire, vision entrepreneuriale qu'on doit avoir. Parce qu'autrement, effectivement, en étant tellement agile, sans savoir où on va, on finit par tourner en rond parce qu'on ne sort jamais du prochain coup. Et je connais aussi des entrepreneurs qui sont toujours sur le prochain coup sans jamais construire ce qu'ils ont eu. Donc, c'est le BHAG, c'est la North Star, c'est le fait d'avoir... Mais je suis d'accord avec ça. J'ai toujours l'impression qu'il y a ce côté où, pour avoir cet état d'esprit-là, il y a ce côté un peu où on veut changer le monde. On veut changer le monde, on veut améliorer quelque chose qui est tellement grand, qui est tellement plus grand que soi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui strugglent un peu avec ça. C'est difficile de se dire, je vais tacler un problème qui est tellement grand, mais moi je suis tellement petit dans ma petite Genève suisse romande locale, que c'est difficile d'atteindre cet objectif et de visualiser un monde qui est presque pas atteignable en quelque sorte. Je crois que ça c'est du marketing. C'est dans l'air du temps. Changer le monde, les entrepreneurs changent le monde. Moi, j'ai toujours dit, moi, je change la vie d'une personne, j'ai changé le monde. Voilà. Et l'ambition n'est pas de changer le monde, enfin pour moi en tout cas, mais l'ambition, c'est d'avoir un impact positif à côté de moi, là autour.
Et cet impact positif qu'on a là autour peut changer le monde. On a il y a 18 ans, même plus, ouais, il y a 18 ou 20 ans, j'ai découvert cette association à Genève qui s'appelle Opiclown. Et puis Opiclown, c'est une association qui envoie des clowns formés à l'époque dans les centres pédiatriques. Et dans les centres pédiatriques, vous avez des enfants qui sont en soins intensifs pendant des années. Hein, ils naissent, ils font 2, 3, 4 ans en soins intensifs. Et ben, ils passent dans les soins intensifs. C'est hyper protocolé, c'est hyper complexe parce que c'est pas juste du clown. Ils sont formés à ce monde-là. Et puis, j'ai dit, mais ça, c'est une association que je trouve absolument fantastique. Et j'ai commencé à soutenir. Mais des soutiens avec nos moyens. On est une PME. En plus, il y a 20 ans, on était tout petit. Donc je pense que je devais donner quelque chose comme 100 francs par mois au début. Et tous les mois, on donnait en fonction du nombre d'heures qu'on facturait dans le travail temporaire. Donc, puis on ne donnait pas beaucoup. Je crois qu'on donnait 3 centimes par heure ou 2 centimes par heure. C'était à l'époque où les marges étaient plus grandes. Et puis aujourd'hui, les marges, c'est 2 centimes par heure. Donc mais on donnait 2 ou 3 centimes par heure. Et puis, ça 100 francs le premier mois, 180 le deuxième mois, 120 le troisième. Et j'ai reçu une lettre il y a quelques semaines qui disait en tout cas, merci parce que vous êtes notre plus gros donateur. Parce qu'ils ont calculé depuis le premier franc. Ils n'ont pas calculé par année. Et ils disent, vous êtes notre plus gros donateur. Et ils m'ont donné le montant qu'on a soutenu sur ces 20 dernières années. Je suis tombé. Je me dis, mais je ne me suis jamais rendu compte qu'on avait donné autant. Et ils nous ont donné le nombre d'enfants qu'on avait impactés à l'hôpital, rien qu'avec ce geste-là, qui est un geste, mais on peut tous le faire, ça. Je veux dire, même si tes enfants, ils ont 5 francs par semaine d'argent de poche, bah, ils peuvent prendre 20 centimes, 30 centimes et puis donner à une association. Bah, une fois que tu as pris l'habitude, tout d'un coup, tu te rends compte que ces petites choses ont un énorme impact. Et tu n'as pas besoin de changer le monde. Je serais en dépression nerveuse si je devais me dire c'est le monde qu'on doit changer. Mais tu fais un coup ça, ensuite tu vas donner, je sais pas moi, tu vas donner un peu de ton temps dans un home pour personnes âgées pour lire un peu, par exemple. Hein. Tu fais ça une fois par mois, bah, tu as changé le monde. Je trouve que c'est une très belle leçon et que beaucoup de gens qui nous écoutent doivent vraiment entendre parce que déjà changer à son échelle à soi, ça fait déjà énormément d'impact. Il n'y a que comme ça que tu peux... Tous ceux qui ont vraiment changé le monde, probablement n'avaient pas l'intention de le changer. Ils l'ont changé parce qu'ils croyaient... Martin Luther King, il n'avait pas l'envie de changer le monde, il avait envie dans un premier temps, probablement, d'aider son voisin à ne pas se faire frapper dans le bus quand il s'asseyait devant. Et il a commencé comme ça, et puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Je veux dire, c'est quand même assez... Les gens, je crois pas que les gens veulent changer le monde. Je crois qu'ils veulent juste changer quelque chose autour d'eux, puis petit à petit, ça grandit. Mère Teresa, elle, tout ce qu'elle voulait au début, hein, c'était à un endroit, un bidonville, un tas d'ordures en Inde, c'était tout ce qu'elle faisait. Elle n'était pas dans le monde. Elle faisait un truc à un endroit. Et ben, l'impact qu'elle a eu est incroyable. Et puis tu fais de plus en plus petit à petit. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, je me suis fait la remarque l'autre jour parce que j'ai essayé quelque chose dont on me parlait souvent. Et alors, c'est pas du tout le même niveau, hein, mais j'étais dans un café et j'ai payé un café en plus et j'ai dit la prochaine personne qui vient, vous lui offrez son café. Parce qu'on me l'avait fait une fois, en fait. Et ta journée, elle est tellement différente. Tu reprends une espèce de confiance dans le monde. C'est un café, hein, on est d'accord. Je sais pas, aujourd'hui, c'est quoi 3 balles 50, un café. Tu arrives dans un café, on te dit, le café vous a été offert par la personne qui était là avant. Tu te dis, mais le monde est merveilleux. Et c'est un café. Hein. Toi, tu te sens bien parce que tu l'as fait. C'est bête, mais c'est la réalité. Mais quand quelqu'un te le fait, tu es là, mais c'est merveilleux. Il y a quelqu'un quand même dans ce monde. Je sais pas qui c'est, mais c'est sympa, quoi. Et je me dis que c'est la manière la plus cheap, le meilleur marché de changer le monde, en fait. Parce que le mec, il va rentrer à la maison, il sera sympa avec ses enfants, il va être gentil, il va aller acheter des fleurs pour sa femme, il va bien traiter ses employés, enfin peu importe, en fait. Et c'est le petit truc qui débloque, etc. Et je trouvais ça assez intéressant. Voilà, comme tu dis, c'est des petites choses, c'est les 20 centimes, ça n'a pas besoin d'être de changer tout d'un coup, en fait. Bah non. Et sinon, comme tu dis, voilà. En fait, tu remplis d'anxiété si tu veux tout changer en une fois et tu vas nulle part. Et pour finir, tu fais jamais rien non plus. Tu es aussi frisé dans le truc où en fait tu dis mais ça va pas changer le monde, comme tu dis, de donner 100 francs par mois, ça va pas changer le monde, donc je le fais pas en fait. Et souvent, j'ai l'impression que c'est ce qu'on entend, c'est que... Oui, mais en fait, il y a un truc que où
je ne dis pas que c'est malsain, mais je mets un warning en tout cas. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que les entrepreneurs sont devenus des stars. On en fait des émissions à la télé, qui veut gagner, enfin qui veut être entrepreneur, puis les entrepreneurs sont là en train de juger les gens qui ont des pitchs, etc. On les met dans la presse, etc. Je trouve pas malsain, hein, mais c'est pas juste que de mettre un entrepreneur comme une star. Parce que déjà, c'est une responsabilité. L'entrepreneur, quand il est seul, il est responsable de lui-même, ça suffit. Quand il commence à avoir du succès des employés, il commence à être responsable de ses employés. C'est dur d'être entrepreneur. Moi, j'ai toujours dit, l'entrepreneur, il dort comme un bébé. Il se réveille toutes les 2 heures en pleurant. c'est ça, être entrepreneur dans la vraie vie. Donc, pourquoi en faire des stars ? Parce qu'on n'a pas d'autres, on n'a plus d'autres héros dans la vie de tous les jours qu'on peut admirer, comme on pouvait il y a encore 50, 60, ou les gens qui partent dans l'espace, on les admirait. Enfin, il y a eu plein de trucs à découvrir, et plein d'explorateurs, Cousteau, tout ça. Aujourd'hui, on a tout découvert, entre guillemets. Hein. On a tout découvert, on a tout vu. Qu'est-ce qui reste ? Il reste les entrepreneurs. Ok, mais bon. C'est pour ça aussi que j'aime pas trop parler de moi en tant que tel, parce que notre impact à nous, en fait, il est faible. Et c'est ce qu'on peut faire avec ce café que tu disais. Ouais. Cet impact-là est beaucoup plus important, et n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour le faire. Je disais, aller lire 2 heures dans un EMS pour des personnes âgées, n'importe qui peut le faire. Donc faites-le. Faites-le, ouais. Faites-le. Et du coup, on a parlé de plein de sujets un peu philosophiques, etc. Mais je trouve intéressant parce qu'au final, on n'a pas tant parlé des entreprises pour lesquelles tu travailles et que tu as fondées, etc. Et on peut peut-être les faire les unes après les autres, un peu dans un ordre chronologique pour comprendre d'où tu viens et comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Donc, la première, c'était Accès personnel. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de comment tu en es venu à diriger Accès personnel et comment tu es arrivé un petit peu dans ce monde-là ? Ça s'appelle des rencontres. J'ai l'impression qu'on a un thème là, non ? J'ai l'impression qu'on a un thème. Donc, mais à part ça, c'est vraiment ça. Je pars à l'université, je retrouve une copine que j'avais connue, j'avais 7 ans. Donc une copine de classe, je tombe dingue amoureux de cette copine. Et puis en 2e ou 3e année d'université, vers un bout, j'ai un stage à faire, j'ai un échec, un examen que je dois refaire, donc j'ai du temps. Et puis je lui dis, je vais aller chercher un job. Et puis elle me fait, attends, bouge pas. Mon père a une agence de placement. Les parents étaient divorcés, je ne connaissais pas le père. Et puis je vais voir le père le lendemain. Puis je lui dis bonjour avec mon CV, la cravate à l'époque. Hein. La cravate, j'avais mis mon costume, le seul costume que j'avais, qui était le costume de mariage qu'on allait voir. Bref, puis j'arrive avec mon CV. Et puis sur mon CV, c'était écrit point fort. Et puis il regarde ça, puis il fait point fort. C'est quoi les points faibles ? Je dis, oh, ça commence bien. Bref. Et le lendemain, il m'appelle en me disant, écoute, viens bosser pour moi parce que j'ai un employé qui a donné sa démission. Et puis je dis, ok. Ce que j'avais pas réalisé, c'est que lui, il bossait plus dans la boîte. Il avait 2 personnes qui travaillaient depuis des années. Puis lui, il vaquait il s'entraînait au golf. Et j'arrive dans la boîte et puis... premier jour, j'y comprends rien. Donc je prenais des notes, etc. Et puis j'ai commencé comme ça. Première chose que j'ai vue, c'est on est 2,5, je pense qu'il y a un potentiel énorme ici. Donc je me suis fixé un objectif. J'ai dit, cette boîte, je vais la faire monter jusqu'à 10 millions. Et puis j'ai commencé à bosser. Et quand la date d'examen est revenue, j'étais tellement à fond dans mon truc que j'ai dit, allez, je vais pas faire l'examen, puis je vais continuer. Et puis ça, c'était la partie accès personnel. Et donc, je ne vais pas dire de bêtises, et donc j'ai eu le bon goût après d'épouser ma copine de l'époque, et on a commencé à racheter la boîte très vite, en l'occurrence. Et ce qu'on a fait après, c'était les 2 tours tombent en 2001, et c'est là où il y a cette grosse réflexion. J'ai l'opportunité de créer cette entreprise dans le domaine du nettoyage. Ce que je fais,
Comment c'est venu ça? Comment c'est venu C'était- parce que c'est très différent entre Non, le mais en placement fait- et le nettoyage. C'est quoi le lien entre les deux? En fait, si vous voulez, dans les services partagés, ressources humaines, services généraux, etc., le point commun, c'est qu'on on traite de salaires qui sont des salaires hyper fluctuants. Que ce soit dans le travail temporaire ou dans le ménage. Le ménage, c'est 2 heures, 2 heures et demie, jusqu'à 8 heures. C'est le soir, c'est le matin, c'est le week-end. Enfin, donc il faut une base, une connaissance technique au niveau salaire. Et j'avais dit, ça fonctionne, donc on met ça en place. Puis après, on va gérer le côté fluctuant. Et puis, petit à petit, tu t'entoures des gens qui maîtrisent, tu apprends, et puis tu développes, puis tu commences petit, et puis petit à petit, tu grandis. Mais le petit à petit chez les uns, c'est peut-être rapide chez l'autre. Comme j'ai dit, je suis un peu excessif, je suis excessif, inarrêtable dans ce sens-là. Donc moi, le petit à petit, ça va vite. Donc très vite, on est devenu, en l'espace de 10 ans, je pense, on était une des plus grandes entreprises de nettoyage de Genève et une des plus grandes entreprises de placement de personnel de Genève. Et en parallèle, en 2009, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2008, il y a eu la crise des subprimes. Oui. Et là, ça a impacté le monde entier. Le monde entier s'est arrêté pendant quelques mois. Et en même temps que le monde s'arrête, j'ai un serveur, qui pète. Et ça veut dire que je dois sortir 20 000 francs pour racheter un nouveau serveur. Et notre provider de l'époque, il vient et il me fait signer le bon de 20 000 francs, qui était énorme à l'époque. Enfin, encore une fois, des boîtes un peu qui grandissent, mais quand même. Et puis, il sort un autre bout de papier, puis il me fait et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le ça, c'était tout ce qu'il ne nous avait pas facturé sur les 5 dernières années. Et il y en avait pour 80 000 francs. Et pourquoi ils ne vous les avaient pas facturés? Parce que c'était une brêle en administratif. Il avait oublié. Et il n'avait pas facturé. Et je pense qu'il avait besoin de sous parce que tout s'est arrêté là. Et il a dit, tiens, je vais ressortir les trucs. Et moi, je lui dis, mais moi, je paye mes factures en temps et en heure. Donc, ça ne me va pas. Je ne peux pas payer 80 000 francs. Et je me suis fâché. Et je lui ai dit, ok, alors, je ne te les paierai jamais. Je te paye le serveur. Et puis, tu t'en vas. Enfin, je ne bosse plus avec toi. Et c'est son employé direct qui m'a appelé derrière en me disant, t'as pas fait ça, Mike? Je fais quoi? T'as pas dit que tu travailles plus avec nous? Je fais, si. Puis il fait, mais il est fou, ce mec. On a presque plus de clients. Aujourd'hui, vous êtes notre plus gros client. Ah bon? Moi? Puis je lui dis, non, c'est fini. Puis il me fait, écoute, non, moi je reste pas avec lui. Puis je lui dis, écoute, on ouvre une boîte d'informatique et tu viens la diriger. Et c'est parti comme ça. Donc, on a fait ça, et puis donc on avait les 3, et puis on a avancé comme ça. Je prenais le train à l'époque, c'est l'histoire longue, hein, on a le temps. Parfait, là. on est bien. Voilà. On les là aime pour comme ça. ça. Voilà, et je prenais le train pour aller à Genève à l'époque, et dans le train, je rencontre un gars qui était avec moi dans mon groupe de rock. Lui, c'était le bassiste, moi, j'étais le guitariste. Et si lui vous raconte l'histoire, c'est moi qui étais dans son groupe de rock. Ah voilà. et ce gars-là, il avait créé ce qu'on appelle dans le monde bancaire un PMS. C'est un outil qui te gère la banque globalement. Et puis lui, il avait revendu à son associé. Puis il était à la banque Rothschild, spécialiste de la data, truc. Et puis je le croise 1-2 fois. Puis tout d'un coup, je reçois un message email qui dit: salut tout le monde, veuillez prendre note que mon adresse @Rothschild ne fonctionne plus. Voilà mon adresse à Gmail, quoi. Puis je lui ai envoyé un message en me disant, viens boire un café. Et puis il est venu m'expliquer son projet. Je dis, c'est génial ça. Alors là, j'y comprenais rien. Hein. Mais je dis, mais ça c'est génial, la data, c'est un truc du futur, machin. On fonce, on a créé Intégral Solutions. Et puis là, on avait accès personnel, on avait à l'époque Intégral Service, ça c'était l'entreprise dans le domaine du nettoyage, ouais. Intégral IT et Intégral Solutions. Donc Intégral Service, c'est la première fois où tu as eu le nom Intégral. Intégral Service, c'était la première. Okay. Et je voulais séparer d'accès personnel, je voulais pas appeler ça accès quelque chose, parce que j'étais pas encore propriétaire total d'accès personnel. Donc il y avait des trucs dont j'étais le propriétaire, tout, et puis le truc où on était encore en train de reprendre. Donc on a commencé comme ça, et alors là, faire travailler ensemble
des gens du nettoyage, des gens du placement de personnel, des gens de l'IT, et puis des gens qui sont des champions du monde de la data. Je veux dire, c'est vraiment... ça, c'était Un joyeux sportif, bordel. hein. Mais tu les avais sous le même toit, du Ouais, coup, ouais, j'ai c'était mis plutôt tout le que monde. d'avoir, je sais pas, t'as 4 boîtes, une là, une là, une là, et puis toi tu passes d'un bureau Non, à non, l'autre, tout le tout le monde- monde tout le était dans le même Tout bureau. le monde sous le même toit. C'est mon pitch, ça. J'adore Ok. ça, ouais. Ouais. Et puis, chacune grandit, chacune se développe à son rythme, hein, parce que dans le monde de la data, ça va plus lentement que dans le monde du nettoyage, parce que les gens comprennent moins ce qui se passe dans la data, donc il faut les convaincre plus longtemps. Bref, mais ça avance. Et puis, je commence les acquisitions, je commence à grandir dans le domaine du nettoyage par acquisition, je commence à continuer comme ça. Et on a, en 2014, je crois, j'ai un client qui me dit « Miles, écoute, on adore bosser avec toi à Genève, mais nous, on a des bureaux à Genève et à Lausanne, il faut que tu ouvres Lausanne. » Alors, j'ai ouvert Lausanne, oui. Et puis en 2020, j'ai un ami qui me dit « Tiens, il faut que je te présente quelqu'un. Il est super. » Et puis ce gars qui me présente, c'est un Valaisan qui vient de Martigny. Un gars super. Et puis il dit « Moi, je vous ouvre les bureaux à Martigny. Allez, on y va. Boum. » Et c'est comme ça que ça s'est développé. Aujourd'hui, à l'interne, c'est environ 80 personnes. Donc quand je dis qu'on se réveille toutes les 2 heures en pleurant, c'est surtout entre le 20 et le 24. 80 personnes qui servent, je crois qu'on a 600 clients, 700 clients. Comment en tout. c'est réparti entre les différentes structures, les 80? T'as une idée à peu près ou... Ouais, c'est le plus gros, c'est encore accès personnel, parce que c'est là où on a nos 4 enfin on a les bureaux à Genève, à Lausanne, à Martigny et à Bulle. Ok. Mais petit à petit, les autres rattrapent. C'est-à-dire que dans l'informatique, on a Genève et Lausanne maintenant. On va avoir Martigny et Bulle dans quelques temps, quand l'opportunité se présentera ou qu'on présentera les bonnes personnes. Ouais. Quand Integral Solutions, pareil, Integral Solutions, c'est un petit peu différent parce que c'est une vraie boîte tech. Donc, on n'a pas besoin d'être 10 000 pour faire le service. Donc là, je pense qu'on aura peut-être une vingtaine, trentaine de personnes là, au maximum là-bas, quand on sera en rythme de croisière dans le monde entier, à Singapour et ailleurs. Voilà. Le fait de te retrouver comme ça dans des industries différentes, on parlait de nettoyage, tech, tu disais j'y comprends rien, la data, machin. T'as eu un peu, ou est-ce que t'as encore un peu des fois ce syndrome de l'imposteur ou pas vraiment? Je crois qu'on l'a toujours. Je crois que tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés ont quelque part le syndrome de l'imposteur, ou du moins le syndrome de celui qui n'a pas réussi. Je sais pas comment. Ouais, non, mais je sais pas je comment pose la dire, question parce mais- que moi, c'est un thème récurrent dans ma vie, donc je te pose la question. Je pense que toutes les personnes qui font ce genre de choses ont quelque chose à se prouver à elles et peut-être à d'autres. Bien sûr, ça j'en suis persuadé. Donc l'idée, c'est pas forcément. C'est pas avec toi que j'avais cette discussion avec quelqu'un en disant, mais en fait, le but, c'est pas de se débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est d'apprendre à vivre avec, en fait. C'est qu'il est là, tu l'auras toujours, c'est juste que tu sais que ça a un côté positif, ça te dit de faire attention à certaines choses, ça te montre que tu connais pas tout, que tu dois bosser. Donc il y a des côtés positifs, mais en fait, tu l'enlèveras jamais, quoi. Il sera tout le temps là. Si tu le dis. Tu dis aussi, tu as mentionné tout à l'heure, et je trouve le thème revient, que tu préfères être un gros poisson dans une flaque qu'une baleine dans un océan. Là, de ce que j'entends de ton histoire, c'est que tu as mis quasiment 15 ans rien qu'à sortir de Genève. Enfin, c'était beaucoup Ah oui, Genève. oui, bah oui. Et avant même d'aller à Lausanne, Ouais, Genève, c'est petit, Oui. c'est un petit marché. oui. Moi, je suis le premier à me plaindre, Alex. Moi, je dis toujours que la Suisse, c'est trop petit, c'est compliqué. Si on veut vraiment grandir, il faut avoir plus de volume, il faut aller à l'international, etc. Toi, du coup, tu penses pas comme ça, j'imagine. Tu Non. te dis, il y a vraiment suffisamment de business à faire. Mais quelque part, tu es quand même obligé de te diversifier sur les services que tu fournis de par le fait que tu as nettoyage, IT, etc. Non? C'est des choix. C'est des choix. Donc, je ne suis pas obligé. Donc, on est obligé de rien. Il y a 2 choses qu'on est obligé de faire dans la vie. C'est de respirer et de payer ses impôts. Pour le Ça, c'est vrai. reste, on est obligé à rien. Donc, c'est vraiment des choix. On fait des choix. Puis après, faut assumer ces choix ou changer de choix. Moi, j'ai fait le choix d'être petit. C'est ce que j'ai toujours voulu être.
bien que le mot petit est un mot qui me sort par les oreilles, parce que C'est relatif. on n'a pas de petites questions, on n'a pas de... Mais j'ai fait le choix d'être, je dirais plutôt local. Il se trouve que quand j'ai commencé à travailler, Genève, c'était Chancy-Versoix. Et puis, quelques années après, Genève, c'était Chancy-Vevey. Donc, il y a aussi cette notion du monde qui change. EasyJet, quand j'ai commencé à travailler, EasyJet n'existait pas. Donc, c'était toute une aventure que de prendre l'avion pour aller quelque part. Ouais. Alors que le monde aujourd'hui, vous sautez dans l'avion et puis vous allez à Madère, vous allez à Ibiza pour un week-end sans y penser à partir de l'âge de 20 ans. Parce qu'on peut se le permettre financièrement et puis c'est là. Le monde a changé. Donc, ce que je disais il y a 20 ans en disant je veux être un gros poisson dans une flaque, c'est juste la taille de la flaque qui a changé. Mais worldwide, la flaque, ça reste petit. Donc si toi, tu penses qu'il faut aller attaquer le monde, welcome. C'est ton choix, c'est ton ambition, c'est ce que tu veux faire. Ce qu'il faut s'assurer, et ça, c'est le truc où nous, on fait beaucoup ça à l'interne, moi, je veux m'assurer que les gens avec qui je suis, moi, en collaboration, ont à peu près la même ambition. Parce que si toi, ton ambition, c'est d'être le gros poisson dans la flaque, et puis ton collègue, c'est d'être le requin blanc en Afrique du Sud, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc ça, il faut quand même... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs, mais pas forcément les mêmes... pas forcément... pas tous. Empower Connection, voilà. C'est pour ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est faut assumer ses choix, quoi. Ouais. Donc oui, on a fait ça. Et puis, petit à petit, encore une fois, le monde change. Le monde, je prends l'exemple du placement de personnel ou de l'informatique ou du nettoyage. C'est un monde où dans les années 60, il y avait une marge incroyable. Donc les gens, ils avaient une petite entreprise et ils en vivaient très bien. Et puis 20 ans plus tard, les marges étaient encore incroyables. Mais on en vivait moins bien, donc il fallait être un peu plus grand. Et puis 20 ans plus tard, les marges étaient bien moins incroyables. Et donc il fallait être beaucoup plus pour en vivre correctement. Et ainsi de suite. Donc les choses se font naturellement à ce niveau-là. Aujourd'hui, disons qu'on a fait Genève, l'Arc lémanique, Suisse romande. Mais c'est vrai que la Suisse romande reste c'est pas grand. Par contre, les mentalités, tu ne peux pas mettre un Genevois qui dirige une entreprise à Martigny. C'est pas possible. Tu peux pas mettre pas l'exemple, mais tu peux pas mettre quelqu'un qui vient de Lausanne, qui arrive à Bulle, et puis qui dit voilà, c'est moi qui suis le patron de Bulle. Et ça va pas marcher. Il faut quelqu'un de Bulle à Bulle. Il faut quelqu'un de Martigny à... C'est fou sur une si petite Mais il y a échelle. cette particularité aussi en Suisse. Voilà. Oui. C'est un monde dans un monde, quoi. Exact. Mais c'est assez dingue en réalité. Sur une si petite échelle, c'est qu'il y ait des différences qui soient aussi prononcées. marquées, ouais. Mais c'est magique. Moi, je trouve ça magique. C'est magique et complexe en même temps. C'est ce qui rend les rencontres tellement géniales. Ouais. Le groupe, tu as grandi, tu le mentionnais rapidement avant, donc vous avez créé les boîtes, hein, et vous avez aussi grandi par acquisition. J'imagine que ça s'est produit aussi avec une rencontre. si je suis le thème. Non, mais à quel moment vous avez réfléchi à ça? Est-ce que tu avais jamais réfléchi, puis c'est arrivé à travers une rencontre, puis vous avez commencé à acquérir des boîtes? Pourquoi vous avez commencé à le faire? C'est quoi un peu l'histoire autour de grandir par acquisition au lieu de on va lancer la boîte de zéro, en fait? Alors, très honnêtement, ça s'est passé à travers l'association d'entrepreneurs dont vous avez parlé, la IO. J'étais entouré de gens qui ont beaucoup acheté des entreprises et je voyais que ça grandissait à une vitesse incroyable et puis ça donnait l'impression d'être merveilleux et puis ça donnait l'impression que c'était, je ne vais pas dire facile, c'est pas le bon terme, mais que ça accélère la croissance, etc. Et puis dans le côté nettoyage, en tout cas, je me suis dit, c'est tellement dur de choper des nouveaux clients qu'on va racheter une entreprise. Et puis on a cherché, on était ouvert et l'opportunité s'est présentée à travers un pote à moi avec qui j'étais à l'école, qui avait créé sa boîte et qui voulait quitter le monde. Donc je voulais racheter sa boîte. Ça m'a donné ce dynamisme pendant quelques temps, mais moi, mon expérience d'acquisition, c'est que c'est dur.
C'est que c'est très dur parce que c'est deux cultures différentes qu'il faut faire merger en une. Et ça prend du temps, ça prend énormément d'énergie, beaucoup plus que d'engager des gens qui rentrent dans une culture. Et puis, il faut en être conscient. Donc, ou inconscient. Donc, je l'ai fait 3 ou 4 fois. De reprendre une entreprise. C'est chaque fois des petites entreprises qu'on reprend. On n'est pas en train de chercher... j'avais un ami qui me disait, chaque fois que tu prends une entreprise, il faut la prendre en tout cas de la même taille que toi. Moi, j'ai chaque fois pris des entreprises un tout petit peu plus petites, ou carrément. Mais à chaque fois, c'est deux cultures qui se rencontrent. Puis moi, je suis persuadé qu'on a une culture géniale, mais je suis persuadé que les gens qui viennent dans nos entreprises, qui eux ont vécu autre chose, se disent c'est quoi cette boîte de fous. Ils sont tout le temps... Enfin, le télétravail, nous, ça fait 10 ans qu'on le fait. Bien avant le Covid, on avait du télétravail. Enfin, on a plein de trucs, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, si vous êtes dans une culture où vous êtes au bureau à 7h le matin, vous bossez, puis que tout d'un coup, on vous dit t'as le télétravail, on te forme, machin, ils disent mais c'est des bisounours ici. Puis ils n'aiment pas. Donc, ils vont rechercher un cadre comme ils trouvent. Ça c'est intéressant en tout cas. C'est difficile de faire fonctionner les nouveaux process, les nouvelles cultures, de faire fonctionner 2 boîtes ensemble. Ensuite, c'est un casse... Enfin, je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas dire, mais c'est un casse-tête monstrueux. De toute manière, c'est difficile. Je veux dire, grandir une entreprise, c'est difficile. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire comprendre aux gens. Quand on parle des super-héros, justement, comme tout à l'heure, je disais, l'entrepreneur, c'est un peu le nouveau héros. C'est pas vrai, c'est dur. C'est hyper dur de faire grandir des boîtes, c'est hyper dur de garder les collègues motivés sur l'objectif commun à tout moment, parce que l'objectif d'une année, tout le monde, pendant 3 mois, tout le monde est OK, puis tout d'un coup, il y en a un qui a un truc dans la vie qui lui arrive, ou un autre machin, puis on n'est plus aligné, puis il faut réaligner. C'est un combat permanent. Donc c'est simplement le niveau de difficulté qui est un peu plus ou un peu moins en fonction de si nos cultures sont adaptables ou pas. Par contre, au moment de la vente ou de l'acquisition, tout le monde est toujours d'accord. Tout le monde vous dit « Ah ouais, super, ça va aller génial, tout va bien, tac !» Et puis le lendemain... bah non, pourquoi ça? Les problèmes commencent. Au niveau du groupe, vous avez une vision commune au niveau du groupe et ensuite une vision par entreprise au sein du groupe. Alors moi, comment ça je vais parler de la vision commune. On a une vision commune, on a une mission, on a etc. Puis après, vous parlez à mes différents collègues et puis ils ont tous leur vision. Et puis Miles nous casse les pieds avec son truc. Mais c'est toujours adapté de... Enfin, moi, ça me va tant qu'on va dans la même direction. Enfin, quand je dis la même direction, tant que le chenal des Sables d'Olonne est en point de mire, ça me va et qu'on respecte les valeurs. Et c'est quoi cette vision? Alors, nous aujourd'hui, la vision, c'est d'être le plus grand des petits. Ça, c'est la vision. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il ne faut pas passer le cap. C'est le plus grand des petits dans les services aux entreprises, avec une approche locale. Et puis la mission, c'est Service in One Day. Voilà. Mais tout ça, on a un petit booklet qui explique ce que ça veut dire, la vision et la mission. Et puis, après, on a des thèmes annuels. Et puis les 5 dernières années, on a notre thématique annuelle tournait autour de on s'occupe de nos collaborateurs pour qu'ils s'occupent des clients. Et puis parfois, on s'occupe tellement bien de nos collaborateurs qu'ils oublient de s'occuper de nos clients. Et donc maintenant c'est la thématique 2025 et 26-27, c'est l'intimité client. Donc, et il y a là aussi tout un descriptif de ce que ça veut dire pour les personnes à l'interne. En 2 mots, c'est quoi? C'est la relation client? Comment tu arrives à créer cette relation différente? C'est ça. Okay. C'est créer des relations. C'est pas juste répondre, tiens, tu veux un pitch, je te fais le pitch. C'est de créer la relation sur le plus long terme pour comprendre. En fait, c'est vraiment comprendre. Quand on parle de client, on entend tous entreprise. Mais dans une entreprise, vous avez 10 personnes qui vont interagir avec vous. À quelques niveaux, en fonction de ce que vous produisez comme service. Vous pouvez avoir l'avant-vente, la vente, vous pouvez avoir les specs, ceux qui préparent, etc. Donc, il y a toujours des contacts. C'est à tous ces niveaux de contact, c'est de développer la relation et de comprendre vraiment
l'état d'esprit de situation du client ou de la personne De la personne même. la personne parce qui que est c'est un qui est chez humain le derrière. parce que vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez avoir des grandes théories, des grandes bastringues, des grands trucs, et puis vous vous êtes fait engueuler le soir d'avant par votre copine ou votre copain, hein, et puis vous n'êtes pas très bonne en allant au travail, bah, ça change la journée. C'est le café dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et personne encore n'a envie de mal bosser, mais comment on peut se friter pour des incompréhensions, c'est de comprendre ça. Puis de ne pas être parfait, mais de faire de son mieux. Non, mais c'est hyper intéressant. On en a beaucoup parlé, ouais. On en a C'est beaucoup un parlé sujet. récemment sur ces derniers mois de ce côté de la relation. Il y a notamment le bouquin Never Eat Alone qui parle beaucoup de ça. Et on a réfléchi dans plusieurs cadres et dans plusieurs contextes à ce côté, jusqu'à où est-ce que tu dois pousser la relation pour qu'elle soit hyper bien perçue, et à quel moment ça devient presque un peu trop, tu passes une sorte de barrière. Ça devient trop quand c'est pas naturel. Bah, mais c'est Voilà. délicat parce que dans le sens où non, on est au point, est-ce qu'on devrait avoir un CRM où tu notes le nom des enfants, le nom du chien, la date d'anniversaire, enfin tout le truc de tout le monde. Mais comme tu dis, là ça devient presque plus très naturel. Ça dépend pour qui, je pense. Parce Ça que dépend je sais pour pas, qui. moi, si moi, tu je le prends- fais naturellement, tu vois. Donc après, pour moi, ce serait naturel, mais pour quelqu'un d'autre, ça le serait pas. Et du coup, lui, il doit peut-être pas le faire. Mais après, Si tu prends ton téléphone et tu fais WhatsApp et puis t'envoies juste un emoji, gâteau sympa, machin, pour l'anniversaire, je vois pas où est le mal. Non, bien sûr, je suis Si d'accord. tu le fais de manière naturelle, mais si tu écris cher client dans le cas, moi ce qui me rend cinglé, c'est que le premier qui me souhaite mon anniversaire chaque année, c'est Swisscom. Et c'est toujours le premier, donc à minuit une, paf, joyeux anniversaire de la part de Swisscom. Je dis, Mais est-ce que ça améliore ta relation avec Swisscom ou est-ce que ça t'aide? mais Non, parce que on n'a c'est- pas de relation avec parce que Swisscom. c'est pas fait d'une manière. On n'a pas de relation avec Swisscom. Je veux pas, moi, ce genre de... Mais si c'était Victor de chez Swisscom qui t'écrit un message à 2h10 l'après-midi avec un emoji de gâteau, ça Bah, change. ça Je suis change d'accord, tout. moi je partage. Ça change tout. Ça change tout. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est de réussir à faire ça de manière à ce que ce soit naturel et que ça paraisse pas forcé. Oui, mais c'est pas un process. Non, La relation n'est pas un process. Et ça, c'est ce que les gens souvent confondent. Ils disent, OK, il a l'anniversaire, donc je dois faire le process, c'est de lui envoyer une carte. Non, c'est d'expliquer aux gens que l'intimité client, ça veut aussi dire ça. Donc, n'aie pas peur, prends ton téléphone, fais-le. Si quelqu'un le fait pas, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas... Mais quand tu donnes le ton, ça a tendance à... Ah ouais, c'est une bonne idée. Nous en Valais, chez Accès Personnel, notre responsable de l'agence, il amène des billets de Rento ou de Tribolo à tous ses contacts pour leur anniversaire. C'est génial. C'est son truc, ouais. C'est son truc. Et puis, alors, c'est son truc, ça va le devenir le nôtre. Hein. Nous, on pique les bonnes idées aussi. Mais c'est génial comme concept. Comment Ouais, bien comment sûr. tu peux pas ne pas aimer quelqu'un qui se pointe, il dit joyeux anniversaire, il te file un petit billet de Rento ou de... non, mais c'est C'est sûr. génial. C'est génial et moi j'admire ça. Je parle juste du point de vue d'une personne qui fait pas ça naturellement. Moi, je suis naturellement pas comme ça et c'est pas parce que j'aime pas les gens et c'est pas parce que je pense pas à eux, c'est juste que les idées me viennent pas forcément. J'ai toujours dit que j'étais mauvais, par exemple, pour faire des cadeaux. Puis là, typiquement, ma copine, elle est l'opposé de moi. Elle adore faire ça. Et typiquement, l'idée du Tribolo, ça aurait été quelque chose qu'elle aurait pu inventer. Et je vois, il y a certaines personnes pour qui c'est hyper naturel et c'est évident d'offrir des choses, de souhaiter joyeux anniversaire, et de faire ces choses-là. Moi, je suis un peu obligé de le processiser. Et une fois, ça m'a marqué. J'ai un ami très proche qui, une fois, je crois que j'avais envoyé un message pour son anniversaire le lendemain de son anniversaire. Et ça l'avait vraiment vexé. Et je l'ai hyper mal pris. Mais pas vis-à-vis de lui. C'est juste qu'il m'a dit, ah, bah, à part ça, t'abuses. Et je me suis senti tellement mal qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'oublierai plus jamais l'anniversaire d'un ami. Et puis j'ai pris mon agenda et j'ai noté tous les anniversaires de mes potes. Comme ça, le jour de leur anniversaire, je suis sûr qu'il faut que je leur envoie un message. Mais j'ai été obligé de le processiser d'une certaine manière. Ça veut pas dire que c'est pas naturel, mais ça ne l'est pas vraiment quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'essaye Ouais. de comprendre Mais c'est où pas va la limite. c'est pas une indication de l'entreprise qui dit vous notez dans vos agendas ou dans votre CRM, vous notez la date d'anniversaire et vous leur envoyez un truc. C'est pas un process. Tu dis aux gens, tu dis faites leur plaisir, faites ça, pensez. Quelqu'un va dire moi ça me va pas d'amener un Rento ou un truc, bah fais-le pas. Mhm. C'est pas le truc, c'est pas un process. Chez Swisscom, c'est un process.
Donc toi, tu Oui. dis c'est chacun à sa manière. Ouais. Ok. Donc Bah, on veut être petit, on veut pas grand, on veut pas être le grand qui doit avoir des process pour tout. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir ce côté, c'est les épices dans la sauce. C'est ça, c'est ce côté un peu différent. Mhm. Et puis on fait un truc une année, puis ça marche pas, bah on fait quelque chose de différent l'année après. On n'est pas obligé de rester avec le système, passer un process. Il faut en avoir des process de base, mais moi, plus dans une entreprise, tu n'as pas de process, c'est un peu embêtant. Mais Un petit peu. mais pas pour tout. Non, bien sûr. Après, il faut un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et Ah. qu'est-ce que... Vas-y, pardon. Non, j'ai un sujet que je veux absolument aborder, donc je ne veux pas passer à côté. Tu parlais du Vendée Globe avant. Ouais. Tu fais de la voile. Tu as fait une petite aventure en voile. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous raconter ta traversée, et pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait? Tu parles de l'Atlantique? Oui. Ouais, c'est pas une petite aventure. Voilà. Ce que j'allais dire. Petite entre guillemets. Voilà. Je vais quand même la placer parce que c'est juste avant. Je vais quand même la placer. Petit est un PMM. C'est quoi Un petit PM? mot de merde. Je le dirai plus, promis. Il faut le comprendre, ça, c'est vraiment, on n'a pas de petites questions, il n'y a pas de petite aventure. Pour une personne, sa première piste de ski, qui est une piste verte, est une grande aventure. Mais oui, on a traversé l'Atlantique avec, on était 4 sur un bateau de 38 pieds, un voilier. On a fait dans le cadre d'un... C'est pas une course, ça s'appelle l'ARC, Atlantic Royal Cruise. Et puis en fait, c'est environ 150 à 200 bateaux qui partent en même temps et qui traversent l'Atlantique, ce qui veut dire que tu les vois les 4 premières heures, puis après tu vois plus personne jusqu'aux 4 dernières heures. Tu pars de où à où? C'est quoi le... Alors nous, ce qu'on avait fait, on parlait des Sables d'Olonne, donc le bateau était basé aux Sables d'Olonne, donc on est parti, la première fois on est parti des Sables d'Olonne et on a été jusqu'à Las Palmas, aux Canaries. Mhm. On a laissé le bateau là le temps de faire quelques réparations parce qu'on avait quand même passé quelques belles tempêtes et quelques belles aventures où on a très peu dormi et puis beaucoup bougé dans le bateau, on va dire. Et puis après, on est parti de Las Palmas, on a fini à Sainte-Lucie, de l'autre côté. Tu dis la première fois parce que tu l'as fait plusieurs fois? Je dis la première fois parce qu'on l'a fait en deux. Deux, on a fait la descente ok, d'abord d'accord. jusqu'à Las Ok. Palmas. Et après, on a traversé. Et c'était long. Ouais. C'était long. On a fait 24 jours pour traverser. Donc, 24 jours, c'est 24 fois 8 heures. On ne se rend pas compte, une journée, c'est 8 heures. Quand tu vas au travail, une journée, c'est 8 heures de travail. C'est 8 heures de sommeil. Et puis 8 heures, tu fais autre chose. Là, c'est 8 heures sur un bateau. Donc, il y avait des quarts, on mangeait mal. Ça brassait tout le temps. On s'est pris des grains. On a fait des trucs à 45 nœuds, 46 nœuds de vent. Ce qui est assez fort. Et puis ça a été une grosse expérience de traverser, surtout une expérience de vie en communauté à 4 personnes. Quand tu es au milieu de l'océan et puis que tu as 10 jours d'un côté et 10 jours de l'autre, et puis qu'un des 4 te dit j'en ai marre de ne pas manger de légumes frais, j'en ai marre. Et puis tu dis ok, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher plus loin ou on va le chercher derrière? C'était assez intéressant. Un peu coincé, quoi. Par contre, c'est une vraie aventure humaine et un challenge qui n'était pas simple parce que on est tous arrivés de l'autre côté en se disant on n'est pas sûr qu'on retraverserait, quoi. Been there, done that, tick in the box. C'est bon. Ouais. Tu faisais beaucoup de voile avant, tu t'es retrouvé là-dedans par hasard, c'était le côté Non. excessif où tu avais jamais fait et tu t'es Non, retrouvé non, sur non. un bateau. Non, le côté excessif avec le bateau, c'est que qu'un jour, j'appelle ma femme, j'ai dit hey, on va faire le permis bateau. Elle me fait OK. Et puis on a fait le permis bateau, puis je l'ai appelé le lendemain en disant voilà, on est inscrit dans un mois. Non, c'était pas permis bateau théorique. Puis je lui fais on est inscrit dans un mois pour le pratique. Puis elle me dit mais je serai jamais prête. Et puis on l'a fait en un mois. Mais par contre, on avait un bateau, ça fait quand même quelques années que je naviguais, mais j'avais pas le niveau. Ah, ça c'est sûr. Je suis un navigateur de lac. Et là, quand on entend parler les navigateurs qui vous disent on a eu des vagues de 7 mètres, ce qu'il faut imaginer, c'est que la mesure se prend au milieu de la vague. Donc 7 mètres, ça veut dire que vous êtes au fond de la vague, vous avez 14 mètres d'eau qui vous tombe dessus. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises
où tu es en bas de la vague, tu regardes et puis tu as Un immeuble qui te tombe dessus. T'as le mât qui est plus bas que la vague, quoi. Donc ça fait... Ah ouais. Ah ouais, non, il y a des moments intenses. Je me suis aussi fait attaquer par un poisson volant au milieu de la nuit, dans la nuit noire. Tout d'un coup, je dis, je me fais bugner, je hurle de douleur. Je vous dis pas où ça a tapé, mais c'était pile au mauvais endroit. Et puis, c'était quoi? Tu regardes avec ta lampe frontale, tu trouves rien. Et le lendemain matin, il y a ton poisson volant qui est mort à côté de toi. Mais quoi. tu dormais dehors? Non, j'étais en train de barrer. Ah. J'étais en train de barrer. Parce qu'il y a des moments où le pilote automatique, quand la mer est trop forte, ces pilotes automatiques qui sont pas des trucs de pro, bah, ils lâchent, quoi. Ouais. Donc, non, c'était une sacrée aventure. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces expériences extrêmes qui t'aident ensuite dans la vie de tous les jours, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie de tous les jours de manière générale? À Qu'est-ce relativiser. que tu ressors de ça? Je pense que c'est ça qui ça te permet le plus, c'est de relativiser. Qu'est-ce qui est grave? Il y a des gens qui, pour 10 minutes de retard, est grave. Ok, je peux le comprendre. Rater un rendez-vous, c'est grave. Mais qu'est-ce qui est grave dans la vie? Ben c'est ça, quand on se retrouve de l'autre côté ou qu'on est au sommet du cas du Mont Blanc, enfin, ce que les gens montent, on se dit, purée, j'ai réussi, je l'ai fait. J'en ai bavé, on a eu des emmerdes, parce qu'on a toujours des emmerdes, ça se passe jamais comme on pense. Puis à la fin, c'est de dire, waouh. Puis en fait, je me plains dans ma petite vie de tous les jours, de mes petits bobos, de mes petites emmerdes. C'est pas si grave que ça. Et je pense que ça c'est le gros truc qu'on en retire, c'est cette capacité à relativiser. Tout le monde devrait le faire, à ton avis? Après, comme tu alors, dis, à son niveau, mais est-ce que tout le monde devrait pour moi, avoir oui. une expérience, oui, je sais pas comment moi, les appeler, mais une expérience difficile, entre guillemets. Je pense qu'on n'a jamais... très peu de gens, en tout cas dans les pays dits développés, donc qui n'ont pas le problème de je ne sais pas ce que je vais manger ce soir, etc. Mais dans les pays où on est plutôt confortable, on va dire, je pense que personne n'a vraiment touché ses limites. Qu'on croit que c'est un truc de fou, puis quand on y est, on peut quand même faire 100 mètres de plus, ou on peut quand même faire 1000 mètres de plus. Enfin, ça arrive, mais peu sont ceux qui ont touché leurs limites. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Même nous, quand on a traversé l'Atlantique, on avait de la marge encore. Hein. Je me souviens quand j'ai fait mon triathlon il y a 10 ans, là, c'était sur un coup de tête. J'ai cru que j'allais crever. Mais je suis arrivé au bout, du bout, j'en pouvais plus. Puis quand je suis arrivé au bout, j'ai encore couru jusqu'à la tente pour me prendre ma bière. Donc, quand tu à l'appel de la bière. Donc, quand tu crois que t'es au bout, c'est que t'es à 40%. Je crois que c'est ça la phrase. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai réussi. Quand tu crois que t'es arrivé au bout, c'est que t'es que à 40%. Je pars bravade avec j'ai dit, allez, regardez, j'y arrive encore. Et puis j'ai couru, mais c'était pas loin, mais. T'en as encore dans le réservoir. C'est le subconscient qui prend le dessus, quasiment. Quasiment, ouais. Et bon, la thématique d'aujourd'hui, ça a quand même beaucoup été autour des rencontres et autour des gens, des relations, etc. C'est pas donné à tout le monde de réussir à faire ça correctement, on va dire. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour réussir à peut-être entretenir leur réseau, faire des rencontres, rencontrer les bonnes personnes? Est-ce qu'il faut aller à tous les salons? Est-ce qu'il faut participer à des événements de réseautage? Est-ce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a qu'est-ce que quelqu'un peut implémenter de relativement faisable, on va dire, pour l'aider aussi à bénéficier de ce super pouvoir que tu as? Je pense qu'il faut faire deux choses. Il faut être présent. Donc, pas forcément dans les salons, mais faut être présent. Donc, il faut aller. Il ne faut pas avoir peur de se pointer. En tout cas, je pense qu'on a aussi des moments de carrière différentes. Donc, quand on est jeune il faut rencontrer du monde, donc oui, faire participer. Les réseaux sociaux, je pense pas vraiment. Je pense que c'est de la notoriété, les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose qui permet les rencontres. Mais surtout, le truc le plus important, je pense, c'est de poser des questions. Et trop de fois, tu rencontres quelqu'un qui a très envie de parler de lui, et donc il te pose aucune question. Et moi, j'ai l'habitude mais ils te parlent, ils te disent ce qu'on fait là, par exemple. Moi, j'ai pas tellement l'habitude de parler de moi comme ça, mais ce qu'on fait là, les gens le font pas tellement. Ouais. Ok.
ils posent pas de questions. Ils te disent. Et si tu prends l'habitude de poser des questions, d'écouter les réponses et de t'intéresser vraiment à qui est la personne en face, je pense que c'est le début. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, il faut faire preuve de patience. Parce que tu ne rencontres pas une personne par jour et qui devient ton meilleur ami en 10 jours. Je veux dire, cette récurrence de rencontres, d'être là, de poser des questions, d'avoir son intérêt en jeu. Moi, ce que je fais tout le temps, tiens, tu me fais penser à quelque chose, il faudrait que tu le rencontres. Je le fais tout le temps. Mais la personne est toujours un petit peu... mais pourquoi il veut me présenter qu'est-ce que je lui dois? Bah rien, je le fais parce que toi, tu as ce truc. Première fois, ça surprend. La deuxième fois, ça surprend. Et puis la troisième fois, ça devient naturel. Et voilà. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que faut être là. Et puis, il faut poser des questions. Ouais, écoutez. Ouais. Question traditionnelle de fin. Question traditionnelle. On arrive. Allez, Alex. C'est moi qui la pose. Allez, je te laisse l'honneur. Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour avoir une belle vie? Alors, déjà, il faut avoir une définition personnelle de ce que c'est qu'une belle vie. Pour moi, ça, c'est essentiel. Savoir où tu vas. Savoir ce que tu veux. Et j'avais fait cette expérience il y a quelques années en arrière. Je ne sais pas si vous connaissez la méthodologie Painted Picture. Pas du tout. C'est absolument fantastique. C'est se projeter dans 5 ou 10 ans, mais et puis se dire exactement comme on est, où on est, comment on est habillé, quel est le type de travail qu'on fait. Et en fait, il y a une méthode qui fait qu'on arrive à ouvrir les chakras qui nous aide à aller là où on veut aller. Et puis en fait, une fois qu'on a cette vision de ce qu'on veut, on a fâcheusement tendance à l'atteindre. Donc, pour certains, ça va être la reconnaissance professionnelle, pour d'autres, ça va être la reconnaissance amicale, pour d'autres, ça va être familiale, pour d'autres, ça va être le pognon. Bien que je suis absolument sûr que le pognon n'amène jamais le bonheur, parce que dès qu'on l'a, on en veut plus. Mais oui, c'est d'avoir défini ce que nous, on a comme définition de ce qu'on veut être et puis d'y arriver. Ça n'a pas été très clair, là, ce que je viens de dire. Si, c'est déjà de savoir où tu veux aller et ensuite, grâce à la Painted Picture, tu peux y aller. Ouais. Mais est-ce que ça te suffit, entre guillemets, pour avoir une belle vie? Est-ce que c'est ça l'essence, selon toi, justement, c'est de réussir à savoir où tu veux aller et donc d'aller là-bas et ça constitue une belle vie? Tant que tu connais ton entrée des sables, du chenal des sables d'Olonne, tu connais ça, tout le reste, avec les coups durs et les coups faciles, enfin les bons moments, fait partie d'une belle vie. Parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est que je pense que la majorité des gens, en fait, ne savent même pas ça. En réalité. La majorité des gens ne réfléchissent jamais à ce qu'ils veulent de et dans la vie. Ouais, c'est assez fou quand même. C'est fou, hein. Tu prends peu de temps pour réfléchir à ça, pour finir. T'avances, t'as le nez dans les mains, la tête, comment on dit, les nez dans le guidon, la tête dans le guidon, bref, t'as tout dans le guidon. Et puis tu te réveilles un jour, puis c'est la fin, quoi. Donc de prendre le temps de reculer un peu, de voir où tu veux aller, comme tu dis. C'est une méthodologie, le truc dont tu parles. C'est une méthodologie. Je peux googler et je trouverai le truc, etc. Tu googles, tu trouveras. Et puis c'est un de mes futurs projets. Je l'ai prêt pour donner ce workshop. Ok. Ah ouais, mais j'ai juste trop de trucs à faire avant. Ouais, non, super. En tout cas, Miles, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était un plaisir de discuter avec toi. On a échangé sur plein de choses hyper intéressantes. On est parti dans tous les sens. Ouais, on est un peu parti dans tous les sens, mais on aime bien. Tout de bon pour tout à l'avenir. Merci. Et merci encore pour aujourd'hui. Et puis, à vous aussi, hein, le monde est votre prochaine étape. on va rester sur Genève et la Suisse romande déjà. Voilà, on va faire petit à petit. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars,
tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région, avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet, avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.